Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Cette semaine, je vais vous parler de la décision du gouvernement japonais de ne pas envoyer de délégation de ministres aux JO d'hiver de Pékin. On verra ça en détail dans quelques instants. Ensuite, je vous parlerai de la baisse du nombre de crimes mais de l'augmentation des arnaques téléphoniques au Japon l'année dernière. Nous parlerons ensuite des 10 choses à ne pas faire dans le train. Selon une enquête, ce sont les 10 choses qui énervent le plus les Japonais dans le train. Nous ferons ensuite le point sur la situation du Covid au Japon en parlant notamment d'Omicron, évidemment, de tests gratuits pour la première fois au Japon et de soldats américains non testés. Ensuite, je vous parlerai de Abenomimask, encore, c'est la suite de la semaine dernière. Suite à la nouvelle de la destruction ou de la volonté du gouvernement de s'en débarrasser, beaucoup de personnes ont demandé à s'en servir, mais pour des raisons un peu particulières, vous allez voir. Et enfin, un petit peu de culture, on parlera de cinéma avec la sortie cette semaine du film de Jujutsu Kaisen. Donc si vous êtes fan d'anime, restez jusqu'à la fin, je vous en dirai quelques mots, je suis allé le voir ce matin. Le gouvernement japonais a donc décidé de ne pas envoyer de délégation de ministres l'année prochaine aux JO d'hiver de Pékin. Cette décision fait suite au mouvement entamé par les États-Unis et suivi ensuite par le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni notamment, de ne pas envoyer de diplomates aux Jeux Olympiques pour protester contre les violations de droits de l'homme qui auraient lieu en Chine. Quand le porte-parole du gouvernement a été interrogé pour savoir s'il s'agissait d'un boycott des Jeux Olympiques, eh bien, il a répondu, je cite, « Nous ne choisissons aucun terme précis pour définir notre façon de participer à ces Jeux. » Donc une belle langue de bois, mais bon, au final, il suit un peu le mouvement entamé par les autres pays. C'est la première fois que le Japon prend une décision de ce genre contre la Chine, parce que la Chine est un partenaire commercial très important, c'est le premier partenaire commercial du Japon. En plus, il y a beaucoup d'animosité par rapport au passé, donc la situation est déjà tendue. Donc le Japon, jusqu'à maintenant, ne s'est pas du tout montré ferme et ne s'est pas exprimé sur cette question des droits de l'homme en Chine. Et la Chine, de son côté, a réagi en critiquant la décision des gouvernements qui avaient décidé de boycotter diplomatiquement ces Jeux Olympiques, en insistant sur le fait que les Jeux Olympiques ne sont pas un événement politique, mais un événement sportif avant tout. Un rapport du gouvernement dévoile les chiffres de la criminalité au Japon, et l'année dernière, il y a eu moins de crimes que les années précédentes, mais il y a eu une forte augmentation des arnaques téléphoniques, et les montants dérobés s'élevaient à 250 millions de dollars. L'an dernier, la police a donc traité 614 000 affaires, ce qui est le chiffre le plus bas depuis l'après-guerre. Il faut savoir que depuis quelques années, le nombre d'affaires baisse régulièrement de 10% par an. L'année dernière, c'était une forte baisse de moins 18%, grâce évidemment à la situation du Covid et à l'état d'urgence qui était en place au Japon. Malheureusement, tout n'est pas rose et les cybercrimes sont en hausse pour la 4e année consécutive. Ils regroupent notamment les cas de fraude en ligne et de prostitution de mineurs. On apprend dans ce rapport qu'il y a eu 7400 cas de fraude téléphonique, c'est le nombre le plus haut depuis 2004. Alors au Japon, c'est quelque chose de très courant, on appelle ça le ole ole sagi. Sagi, ça veut dire une arnaque, et ole ole, c'est une façon de dire c'est moi, c'est moi. Des personnes téléphonent en général à des personnes âgées, et se font passer pour leurs enfants ou leurs petits-enfants en prétextant des problèmes d'argent et en leur demandant de faire des virements. Donc quand ils téléphonent, ils disent « Ah, olé olé !» Genre, c'est moi, et si les personnes âgées ont confiance ou sont un peu trop crédules, elles croient que leurs enfants ou leurs petits-enfants ont des problèmes et elles font des virements et elles virent des sommes d'argent incroyables. Donc c'est une pratique très courante ici, dans toutes les banques, dans 100% des distributeurs automatiques, il y a des affiches, attention, olé olé sayi, vérifiez bien que c'est bien la personne que vous connaissez qui a des problèmes, ne faites pas de virements si vous n'êtes pas sûr, ou en tout cas faites des petits virements. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment très courant et tout le monde en a déjà entendu parler, c'est obligatoire, mais ça continue de fonctionner. Au niveau du profil des arnaqueurs, on apprend que 15% d'entre eux font partie du crime organisé, que 70% d'entre eux ont moins de 30 ans et que 85% des victimes ont plus de 65 ans. Autour de moi, il y a des personnes âgées, que ce soit la famille de ma femme ou des élèves, qui ont convenu d'un code avec leurs enfants ou leurs petits-enfants s'ils avaient vraiment besoin d'argent. Et puis, j'ai aussi entendu d'autres cas où quelqu'un téléphone à un parent en disant que leur fils a provoqué un accident de voiture et que s'ils n'envoient pas une forte somme d'argent, eh bien ils allaient prévenir la police ou ils allaient tuer leur fils par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un fléau au Japon, ces arnaques téléphoniques. Il y a très peu de violence dans la rue, il y a très peu d'agressions, mais par contre, pour arnaquer les gens au téléphone, il y a beaucoup d'escrocs, donc faites attention si vous êtes au Japon. Passons maintenant aux 10 trucs qui énervent le plus les Japonais dans le train. Alors, j'ai pris des notes, donc je vais tricher un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Alors, en numéro 10, on a manger et boire quand le train est plein. Bon, ça c'est assez évident. C'est vrai qu'au Japon, on dit souvent que c'est mal vu de manger dans la rue en marchant. C'est le cas, alors ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez un onigiri et que vous êtes assez discret, personne ne vous regardera de travers. Dans le train, c'est pareil, si il n'est pas trop bondé, si vous mangez un onigiri dans un coin, ça va aller. Maintenant, si vous sortez un paquet de chips et qu'il y a beaucoup de monde, on va vous regarder de travers, évidemment. En numéro 9, on a le son des écouteurs qui est trop fort et donc on entend même si on a un casque ou des écouteurs.
Donc voilà, faites attention si vous êtes au Japon, baissez le volume ou achetez des casques ou des écouteurs qui isolent bien. En numéro 8, on a le fait de prendre le train en étant bourré. Alors ça arrive assez souvent, surtout le vendredi et le samedi soir, parce que les Japonais sortent, font des nomikai, vont boire des coups avec leurs collègues et ils tiennent très mal à l'alcool. Donc voilà, prendre le train en état d'ébriété, un peu comme partout, c'est pas très bien vu. En numéro 7, vous avez le fait de laisser des déchets dans le train. Donc ça, c'est assez commun et c'est assez normal, que ce soit dans le train ou à l'extérieur. Ne laissez pas de déchets au Japon, c'est très mal vu. En numéro 6, on a les problèmes liés au bagage. Donc que ce soit le fait de laisser sa grosse valise devant l'entrée et de gêner tout le monde, ou de la mettre devant les bancs et de gêner l'accès au siège aux autres personnes, ou tout simplement la façon de porter son sac à dos. Donc souvent au Japon, vous verrez dans le train, il y a une petite affiche pour dire de mettre votre sac à dos devant vous. Alors, on est d'accord, on prend la même place dans le train. Mais effectivement, quand on bouge, quand on se retourne, on a moins de chances de heurter quelqu'un qui est probablement en train de regarder son smartphone. Donc voilà, ça cause moins de problèmes. Donc si vous prenez le train au Japon et qu'il y a du monde, mettez votre sac devant vous, ça sera plutôt apprécié. En numéro 5, vous avez les comportements désagréables liés au smartphone. Donc par exemple, s'en servir près des places réservées où il y a écrit ne pas utiliser ce smartphone, téléphoner par exemple, ou bien marcher en regardant son smartphone. C'est quelque chose de très courant que beaucoup de Japonais font, mais qui cause des problèmes, et donc c'est vraiment très mal vu aussi. En numéro 4, vous avez le fait de tousser et d'éternuer sans faire attention aux autres autour de vous. Alors le fait de se moucher aussi est pas très bien vu, mais bon, si vous faites ça discrètement, ça passe. Mais voilà, même sans le coronavirus, c'est quelque chose qui a jamais été vraiment très apprécié, et même très accepté par les Japonais, tousser ou éternuer sans faire attention aux autres. Donc, surtout maintenant avec le coronavirus, minimum éternuer ou tousser dans votre coude ou ayez un masque. Cela étant dit, moi j'ai déjà vu des Japonais qui avaient un masque au Starbucks ou dans le train et qui enlevaient leur masque pour éternuer. Voilà, des débiles, mais bon, il y en a partout. En numéro 3, on a les gens qui gênent la montée et la descente du train. Donc, si vous êtes déjà venu au Japon, vous savez que les Japonais font la queue par 2, 3 ou 4, ça dépend des stations et ça dépend des quais. Et donc, quand le train arrive et que les portes s'ouvrent, on laisse sortir les gens qui sont à l'intérieur, donc tout le monde s'écarte, et ensuite on rentre. Donc si vous ne respectez pas ça, vous allez vous faire regarder de travers. Donc voilà, faites attention à ça. En numéro 2, on a la façon de s'asseoir dans le train. Donc évidemment, si vous êtes assis les jambes écartées et que vous prenez 3 places, eh bien c'est mal vu. De la même façon, si vous avez les jambes croisées au milieu du couloir et que vous empêchez les gens de passer, ça va être mal vu aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel les Japonais sont sensibles. À la première place, on a le fait de faire du bruit dans le train. Donc que ce soit de parler fort ou de téléphoner par exemple, c'est quelque chose de très mal vu. Presque personne ne téléphone dans le train, il y a écrit partout qu'il ne faut pas le faire, et à part de temps en temps un vieux un peu bizarre qui le fait, vraiment tout le monde respecte cette règle. Il est aussi très mal vu de parler fort, de rigoler avec ses collègues, etc. Donc le train c'est un endroit qui est vraiment ultra calme. Je pense que les trains japonais sont à peu près aussi calmes que les bibliothèques en France. Donc voilà, si vous prenez le train au Japon, faites attention à ces 10 choses, et surtout, ne parlez pas fort, ne téléphonez pas et ne prenez pas trop de place. Voilà, vous serez prévenus pour 2025 ou 2026 quand le Japon réouvrira ses portes, on espère. On enchaîne tout de suite avec le point sur la situation Covid au Japon. Donc comme vous le savez peut-être, le nombre de cas Omicron a augmenté et on trouve des cas un petit peu partout qui ne sont pas forcément liés à des voyages à l'étranger et qui sont difficilement traçables. La fermeture des frontières a effectivement peut-être permis de gagner du temps, mais ça n'a pas du tout bloqué l'entrée du variant Omicron sur le territoire japonais. Au niveau national, il y a seulement 38 personnes qui sont hospitalisées pour des cas graves. Et il y a très peu de personnes testées positives chaque jour, donc ça continue comme les semaines précédentes. En prévision d'une nouvelle vague qui serait peut-être provoquée par le variant Omicron, donc, le gouvernement et Tokyo aussi ont décidé d'offrir des tests PCR gratuits. Donc c'est une grande première pour le pays. Je crois c'est à Osaka, Kyoto, Okinawa et Tokyo où il y a des centres qui ont ouvert et tout le monde peut se faire tester gratuitement. Pendant ce temps-là, on apprend que tous les soldats américains qui sont entrés au Japon depuis le mois de septembre n'avaient pas été testés. Et des soldats américains, il y en a un bon paquet au Japon, que ce soit à Okinawa ou ailleurs. Donc voilà, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait trouvé beaucoup de cas contaminés dans une base à Okinawa. Ceci explique peut-être cela. Évidemment, le gouvernement japonais n'était pas très content et les Américains ont dit qu'ils avaient recommencé à faire des tests depuis cette semaine. On reparle maintenant des Abenomimasks dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il faut bien rire un petit peu dans ces temps difficiles. Et donc, depuis que le gouvernement a dit qu'il voulait les distribuer, eh bien, beaucoup de particuliers ont fait savoir qu'ils voulaient en recevoir pour les utiliser eux-mêmes. Alors vous vous dites, finalement ils sont pas si mal ces masques. Oui, sauf que, alors effectivement, certaines personnes disent que leur taille est très petite, donc pour les enfants c'est très bien, et puis que la matière est assez douce, donc qu'ils voudraient les utiliser. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui voudraient des masques pour des utilisations pas du tout prévues pour des masques. Il y a notamment le fait de se servir des anses du masque pour les mettre autour des épaules d'un bébé, et à l'intérieur mettre quelque chose de froid, les trucs qu'on met dans le congélateur. Alors au Japon c'est rolezai, je sais pas comment on dit en France, j'ai oublié le mot, je sais même pas s'il y en a un. Et donc,
L'été, quand les bébés ont chaud, on leur met le masque dans le dos et on met le truc froid pour refroidir le bébé et éviter qu'ils aient trop chaud. Donc ça c'était assez amusant, c'est assez mignon. Autre façon d'utiliser ces masques, ce serait pour conserver les légumes entamés. Par exemple les daikon, des gros radis japonais. Donc si vous mettez un masque dessus, eh bien ça permettrait de le garder plus longtemps. Donc ça c'était assez amusant aussi. Et enfin on a aussi faire les vitres. Oui vous avez bien entendu, il y a des gens qui téléphonent pour avoir des masques pour pouvoir faire les vitres avec. Parce que c'est pratique, on peut les tenir assez facilement, et puis la matière se prête bien au nettoyage des vitres. Voilà, donc c'était une nouvelle assez amusante, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Allez, pour terminer ce numéro, on va parler un peu d'animé et de cinéma. Donc je suis allé voir le film Jujutsu Kaisen, qui est sorti le 24 décembre au Japon. Si vous ne connaissez pas, c'est un animé très très populaire, que ce soit au Japon ou à l'étranger, en Europe notamment, hein. C'est un peu l'animé qui fait concurrence à Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. Donc c'est un très très bon animé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement de le regarder. Il n'y a qu'une saison pour l'instant et c'est vraiment le gros hit animé de cette année, en tout cas en provenance du Japon. L'histoire du film se déroule plusieurs années avant l'histoire de l'animé, donc on ne retrouve pas le personnage principal de l'animé, mais on trouve un nouveau personnage qui a une histoire assez attachante d'ailleurs, hein. Je vous raconte pas trop, vous regarderez la bande-annonce ou vous verrez le film quand vous irez le voir. Et le résultat est plutôt convaincant, hein. Pendant 2 heures, on a beaucoup d'action, ça fait très plaisir de voir tous les personnages de l'anime réapparaître, surtout Gojo Sensei et les élèves de l'école de Tokyo. Donc on les voit un peu plus jeunes, avec Panda par exemple, qui est toujours aussi amusant. Et Gojo a beaucoup d'humour, toujours comme d'habitude. Donc voilà, si vous avez aimé l'anime, courez voir le film quand il sortira en France, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment beaucoup d'action et puis on apprend beaucoup de petites choses sur les personnages, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette semaine et la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de petit journal du Japon, c'est le 2 janvier, donc je serai pas mal occupé et puis c'est les vacances, donc je vais me reposer un petit peu. Je vous souhaite à tous un bon réveillon et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine, le 9 janvier, pour le nouveau numéro du petit journal du Japon, édition 2022. Salut à tous!